Bonsoir à tous. Donc nous allons démarrer cette session où nous avons le plaisir d'accueillir Madame Bucher, qui est adjointe à la ville de Mulhouse, déléguée à la M2A, donc Mulhouse Alsace Agglomération, et également vice-présidente du CIVOM de la région mulhousienne. Merci Madame Bucher d'être présente. Nous accueillons également Régis Oxenbein, qui est directeur général adjoint ressources de la ville de Mulhouse et de la M2A, et directeur général du CIVOM de l'agglomération mulhousienne, et Christophe Reiss, qui est responsable bureau d'études, eau et déchets au CIVOM de l'agglomération mulhousienne. Alors je vais juste, François de Rugy hier nous expliquait que la transition énergétique se fera dans les territoires ou ne se fera pas. Il a également insisté sur l'importance des plans climat, air, énergie, territoire et des engagements pris dans les territoires. Nous allons partager un beau retour d'expérience avec l'agglomération mulhousienne à travers la synergie qui a été mise en place sur son installation de traitement d'eau usée et de déchets sur son territoire. Donc Madame Bucher, je vous laisse nous expliquer, nous parler de votre territoire. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, avant de rentrer un petit peu, très largement plutôt, pas un petit peu, dans le détail de notre dossier de méthanisation, je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est le CIVOM de la région mulhousienne. Alors, il regroupe à aujourd'hui 53 communes qui représentent près de 300 000 habitants. Pas tout à fait, mais on en est très très près. Le CIVOM est en évolution permanente, puisque la première date que je peux vous citer, c'est 86, qui est la date de la mise en service de la station de traitement des eaux usées de Mulhouse. 99, mise en service de l'usine de valorisation énergétique des résidus urbains. 2007, décision de renforcer le traitement des fumées. 2015, mise en service d'un nouveau réseau de chaleur avec une valorisation énergétique, et on en parlera peut-être un petit peu plus loin. Nous produisons et nous travaillons en étroite collaboration avec une entreprise, les Papeteries du Rhin, qui est quand même une entreprise qui fait 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est quand même un peu conséquent. 2018, lancement des travaux de récupération d'énergie fatale. Et 2018 également, pose de la première pierre de notre station, de notre unité de méthanisation. Donc c'est une longue histoire qui est sur un site qui est assez éloigné de Mulhouse, donc pas de voisins très proches, ce qui est quand même extrêmement important pour ce genre d'unité. Et lorsque les travaux de cette unité de méthanisation, dont on va rentrer dans le détail plus tard, seront terminés, nous aurons sur le site, en dehors de ce qui existe déjà, bien entendu, 2 méthaniseurs, une unité de chauffage par chaleur fatale, du stockage de biogaz, production de biométhane, et nous serons la première collectivité en France à produire du phosphore à l'échelle industrielle qui est appelé du struvite. Voilà. De l'engrais vert, voilà, de l'engrais vert, effectivement. Alors, il faut également rappeler que la réflexion concernant notre unité de méthanisation date, première réflexion 2010. On est vraiment rentré dans le vif du sujet en 2012. Première pierre l'année dernière, 2018. Donc, c'est une longue histoire, mais qui trouve sa finalité d'ici quelques temps. Alors, depuis le début, tous ces dossiers dont j'ai parlé tout à l'heure ont un but précis, autant pour les services que pour les élus, que pour toutes les entités extérieures. Toutes les synergies possibles sur ce même site de Mulhouse où nous avons déjà le traitement des eaux usées. Et la finalité, c'est bien entendu l'optimisation du fonctionnement en tenant compte, mais toujours des mêmes critères. Les critères financiers est quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble de l'agglomération, voire au-delà, mais là, je ne peux parler que pour l'agglomération. C'est qu'on a en permanence, pour tout dossier en ligne de mire, le développement durable, pour tous les dossiers. Donc là, on est en plein dedans.
Et donc en conclusion, par rapport à la genèse et à la présentation un petit peu du CIVOM, c'est la concrétisation qui est un élément, comme je viens de le dire, un élément majeur de la politique de transition énergétique, hein, qui sont des dossiers où nous avons des comités de pilotage qui travaillent ensemble fréquemment, mais vraiment le développement durable et la transition énergétique est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est pris en considération dans l'ensemble des dossiers qui sont traités. Merci Madame Bucher. Donc nous allons voir dans le détail tout ce qui a été mis en place. Je vais faire un petit focus sur une particularité sur votre territoire, c'est que la ville de Mulhouse, c'est 111 000 habitants, la M2A, c'est 39 communes et 280 000 habitants, et vous avez des services mutualisés. Je l'ai dit quand j'ai présenté tout à l'heure Régis Oxenbein, qui a les deux casquettes, la casquette ville de Mulhouse et la casquette M2A, et nous verrons que ça, en termes de synergie, ça peut faciliter aussi les choses. Régis, je vous laisse la parole pour la suite. Donc, pour la suite, vous présentez de quoi on parle, de quel site on parle exactement. Donc on parle d'un site que vous avez à l'écran, qui est un site qui regroupe à la fois une station d'épuration qui a été mise en service en 86 et qui a connu une extension assez importante en 2005. Une usine d'incinération qui est venue se rajouter et qui jouxte la station d'épuration en 99, suite à la réflexion qui a été menée sur l'agglomération par rapport à une ancienne usine d'incinération qui était située au sud de l'agglomération, qui était arrivée en fin de vie et qu'il a fallu renouveler. L'ancien site était situé plutôt en zone urbaine, on va dire, à forte proximité notamment de l'université. Et il a fallu réfléchir à une implantation plus adaptée pour une usine d'incinération, en sachant qu'on avait sur la station d'épuration la problématique du traitement des boues. On a à peu près 20 000 tonnes, à l'époque on devait être un peu moins à 18 000 tonnes de boues à traiter, pour lesquelles la destination de l'incinération avait été dès le départ envisagée. Et l'idée de trouver une synergie pour pouvoir incinérer ces boues directement dans une unité d'incinération des déchets et des ordures ménagères a germé très rapidement à la fin des années 90 pour aboutir à ce projet d'installation de cette usine d'incinération. Et à partir de ce moment-là, les élus n'ont eu de cesse que de renforcer les synergies entre ces deux installations. On considère, nous, et vous verrez qu'après que ça a une importance, que c'est un site unique. Même si on est sur deux problématiques différentes, hein, gestion des eaux usées d'un côté et gestion des ordures ménagères de l'autre, vous verrez qu'on a développé des synergies et que nous considérons, nous, à l'échelle de l'agglomération, qu'il s'agit d'un site unique, d'un site industriel unique. Et le projet de méthanisation au cœur de la discussion d'aujourd'hui vient se rajouter, la construction est en cours, en parfaite synergie entre les deux sites, vient compléter la filière boue qui existait déjà depuis la mise en service de l'usine d'incinération en 99. Donc, vous avez de façon un peu plus détaillée la manière dont le site fonctionne aujourd'hui en synergie avec une usine d'incinération de traitement des résidus urbains d'une capacité de 172 000 tonnes. C'est l'incinérateur, on va dire, principal pour le Haut-Rhin, complété par un incinérateur, on va dire, secondaire d'une capacité inférieure sur Colmar, donc 2 incinérateurs pour le Haut-Rhin. 172 000 tonnes, nous sommes aujourd'hui en pleine capacité, nous n'avons pas de vide de four, nous sommes en pleine capacité sur l'utilisation de ce site. Un incinérateur qui, depuis l'origine, produit de l'électricité, hein, on turbine la vapeur pour produire de l'électricité. On verra après que cette électricité sert à la fois à l'autoconsommation, à la fois de la station d'épuration, de l'usine d'incinération et à hauteur de l'ordre de 25% de revente sur le réseau. Nous produisons depuis quelques années maintenant, nous fournissons de la vapeur dans un dispositif d'économie circulaire avec une entreprise, les papeteries du Rhin, située à proximité, à environ 900 mètres je crois, hein, Christophe, 900, 1 km à peu près de réseau. Et nous co-incinérons les boues de la station d'épuration, environ 24-25 000 tonnes aujourd'hui, ce qui a dicté le choix de la technologie du four.
L'usine d'incinération aujourd'hui est dotée d'une technologie particulière, une technologie à lui fluidisé, qui nécessite une régulation du PCI, notamment par les boues. Nous, on utilise les boues, mais on pourrait utiliser de l'eau ou un autre produit. Donc on a besoin de ces boues aujourd'hui pour faire fonctionner correctement notre usine d'incinération. Et donc la station d'épuration, qui est une grande station d'épuration, 480 000 équivalents habitants, qui traite à la fois des eaux usées domestiques, mais aussi des eaux usées industrielles, avec un certain nombre d'industriels qui sont branchés en direct sur la station d'épuration, notamment les papeteries du Rhin. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'économie circulaire avec cette entreprise. Les papeteries du Rhin, l'usine Peugeot qui est située également à proximité, sont des entreprises qui sont branchées en direct sur la station d'épuration. J'ai envie de vous poser une question. Vous avez parlé d'autoconsommation d'électricité. Qu'est-ce qui vous a amené à faire le choix d'une autoconsommation sur la station d'épuration plutôt qu'une injection au réseau électrique et une vente de l'énergie? Donc, j'étais pas là au moment des discussions, évidemment, dans fin des années 90, qui ont conduit au choix de l'installation de l'usine d'incinération à côté de la station d'épuration. Mais de ce que je sais, ça a été aussi un des arguments qui a permis cette implantation. Vous savez que trouver un lieu d'implantation pour une usine d'incinération d'ordures ménagères, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. En termes d'acceptation à la fois par les élus, par les habitants et par les riverains. On a la chance ici d'être dans un secteur très industrialisé, assez éloigné des habitations, donc ça a plutôt facilité le sujet. Le fait de pouvoir argumenter, d'avoir une production d'énergie au service, évidemment, de l'autoconsommation de l'usine qu'on allait construire, évidemment, mais également de la station d'épuration. L'argument avait été de dire, on a une station d'épuration, quand même un outil qui est énergivore, une station d'épuration c'est énergivore. Pouvoir autoconsommer l'électricité produite à côté par l'usine d'incinération était un facteur de stabilité dans le temps et de visibilité dans le temps du prix de l'énergie sur la station d'épuration. Je ne sais pas si on avait fait le calcul à un moment donné pour savoir s'il était plus intéressant financièrement de revendre cette électricité et d'aller se raccorder au réseau EDF pour la consommation de la station d'épuration. Je ne sais pas si ça avait été fait, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Toujours est-il que le mode de fonctionnement s'est perpétué et aujourd'hui encore, la priorité donnée, c'est de pouvoir autoconsommer l'électricité sur l'usine d'incinération, c'est d'alimenter la station d'épuration, ça c'est les priorités données à l'exploitant de l'usine d'incinération, et de pouvoir distribuer sur le réseau le reliquat. On est de l'ordre de 25% à peu près de la production qui est distribuée aujourd'hui en reliquat sur le réseau. Très bien. Donc peut-être quelques focus sur les différents briques. On considère ça, nous, un peu des briques sur ce site unique. Un focus sur l'usine d'incinération, donc mis en service en 99, comme j'ai pu le dire, une technique particulière à lui fluidiser qui permet de co-incinérer les boues, technique assez particulière, parce qu'il n'y a que 2 usines en France qui fonctionnent sur cette technologie. 172 000 tonnes de déchets traités annuellement, des ordures ménagères évidemment, des dasseries, des déchets des activités des entreprises et 23 000 tonnes de boues d'épuration. Nous sommes aujourd'hui à saturation sur le site. Et une valorisation énergétique dès le départ sous forme de production de vapeur et transformation en électricité. Ce qui rapidement, on s'est rendu compte au bout de quelques années que ce dispositif fonctionnait très bien mais n'était pas satisfaisant au regard de la performance énergétique de notre outil, de notre usine d'incinération. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait tout intérêt à faire évoluer ce site vers une UVE, vers une unité de valorisation énergétique, ce qui conditionne d'atteindre une performance énergétique supérieure à 65%, ce qui n'est pas le cas avec la simple fabrication d'électricité. Donc les études ont démarré, on va dire, à partir de 2010 pour essayer d'augmenter le mix énergétique et augmenter la performance de ce site pour des questions
également de fiscalité, hein, certes avec une vision de mix énergétique, de transition énergétique, mais une question de fiscalité. Hein. Vous savez que la TGAP n'est pas la même en fonction du niveau de performance énergétique d'une usine d'incinération. On va faire un petit focus sur la partie valorisation vapeur. Donc très rapidement, on a identifié plusieurs pistes pour augmenter la valorisation énergétique. La première qu'on a détectée, c'est la valorisation en vapeur, hein, directement. On a eu l'opportunité de pouvoir raccorder un industriel qui est situé à côté, qui avait un grand besoin de vapeur dans son process industriel. Hein. C'est un process qui nécessite de sécher de la pâte à carton, donc avec un gros consommateur de vapeur. Donc on a pu assez rapidement, je crois qu'en 1 an et demi, hein, la décision a été prise. 1 an et demi après, on a réussi à raccorder l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait très rapidement avec le concours de notre exploitant, Suez, hein, qui effectivement a mené le chantier en lien avec l'entreprise de façon très rapide et très efficace. Aujourd'hui, donc, nous sommes en économie, on va dire, vraiment circulaire sur l'interaction entre l'usine d'incinération et cette entreprise, dans la mesure où nous leur fournissons de la vapeur, nous traitons leurs eaux usées en direct sur la station d'épuration, nous les alimentons également en déchets issus de nos collectes sélectives auprès des habitants, hein, collectes sélectives de papier carton, qui viennent alimenter le process de l'usine pour refabriquer du carton, et nous incinérons leurs résidus de production. Donc on estime que sur ce site, on est vraiment dans un modèle assez exemplaire d'économie circulaire. En boucle courte, c'est clair. Voilà. Toujours dans l'idée d'augmenter la performance énergétique du site, il nous est apparu assez rapidement dans les études qu'une autre piste était disponible dans le cadre de la mobilisation de la chaleur fatale encore disponible sur l'usine d'incinération, avec dans un premier temps la création d'une boucle de récupération sur le traitement des fumées, qu'on a mis en place il y a maintenant... il y a quelques semaines, hein, ça fonctionne depuis quelques semaines, qui nous permet de récupérer 20 000 mégawatts par an d'énergie thermique, qui nous permettra de chauffer le méthaniseur, donc on va y venir tout à l'heure, hein, d'alimenter le chauffage du méthaniseur qui va jouxter l'équipement, et qui nous permet de remettre en usage interne, en économie sur vapeur, donc de turbiner plus, hein, tout simplement. On va pouvoir turbiner plus d'électricité avec ce dispositif dans les mois qui viennent, et donc augmenter encore notre performance énergétique, toujours dans l'idée d'atteindre ces 65%, voire de les dépasser pour sécuriser le seuil. Et dernière brique identifiée, c'est le développement d'un réseau de chaleur urbain ou réseau de chaleur domestique, hein, sur l'agglomération Mulhouse-Alsace, avec la création d'un réseau de chaleur, une DSP qui a été lancée par la communauté d'agglomération, et DSP qui viendra se raccorder à notre usine d'incinération, avec la création d'un réseau de chaleur d'environ 15 km sur les communes de l'agglomération mulhousienne, qui sont des communes de plus de 10 000 habitants pour les 3 premières, hein, Riedisheim, Rixheim et Ilzach, et 110 000 habitants sur Mulhouse, où un quartier sera concerné. On est sur un périmètre de l'ordre de 6 000 équivalents logements, qui est en train de se développer, hein. La commercialisation est en cours, et on devrait pouvoir... passer en mode exploitation d'ici 1 an et demi, je dirais, 2 ans peut-être, 2020. On nous parle 2020, au plus tard 2021. Ce qui devrait nous permettre, une fois toutes ces briques assemblées et l'ensemble des équipements mis en service, d'atteindre 70%, d'après les études, c'est le cabinet Merlin, hein, qui nous assiste sur tous ces sujets, de l'ordre de 70%, et donc de conforter la performance énergétique de l'UVE. Et nous allons parler d'évolution du mix énergétique. Donc on s'est essayé à vous faire un petit graphique, hein, qui vous permet d'avoir la situation de notre réflexion
Et la traduction en termes de performance énergétique, de production d'énergie, de l'ensemble des briques que je viens de vous présenter, qui nous permettent, vous voyez la situation telle qu'elle existait en 2014, avec tout simplement de la production d'électricité. Le petit trait bleu que vous trouvez en bas, c'est l'électricité de secours. On a quand même à acheter sur le réseau de l'électricité tous les ans, tout simplement parce que l'usine d'incinération a des périodes de maintenance pendant laquelle elle ne produit pas d'électricité. C'est de l'ordre de 2 fois une semaine à 2 fois 15 jours par an à peu près, pendant laquelle on ne produit pas d'électricité ou parce qu'on a de la maintenance particulière sur l'un ou l'autre élément du site qui permet qui ne nous autorise pas à produire l'électricité pendant ce temps-là. Donc on a toujours un peu d'achat d'électricité de secours. Et vous voyez les progressions avec l'électricité qui stagne, voire qui baisse un peu, et la vapeur qui, elle, prend un essor en fonction des différents raccordements qu'on peut avoir, brique après brique, ce qui devrait nous permettre, sur une année type 2025, enfin on espère que ça sera plutôt 2021, dès 2021, voire peut-être même 2020, mais assurément 2021, d'atteindre la performance énergétique de 70%. Nous allons revenir sur la station d'épuration, mais je vais faire un petit résumé de tout ce que vous nous avez dit déjà, parce qu'on a déjà fait un grand bout du chemin, une grande partie du chemin. Donc on a parlé vente des turbinages et vente d'électricité à la station d'épuration. On a parlé de vente de vapeur à la papeterie, qui reçoit également les cartons recyclés du territoire. Vous traitez également leurs eaux usées sur la station d'épuration. On a parlé également mise en place du réseau de chaleur. Donc on a déjà pas mal avancé et on va continuer, on va refaire un petit focus sur la station d'épuration. Voilà, donc dans un second temps, nous pouvons nous attarder sur la station d'épuration. Donc elle traite une capacité de 480 000 équivalents habitants. Donc elle reçoit environ 20 millions de mètres cubes d'eau selon la météo en fait, par an. Elle reçoit des eaux usées, domestiques et industrielles, on l'a dit, et des eaux pluviales. Du fait de cette synergie, les sous-produits, principalement les boues, sont traités donc, sur l'incinérateur, et c'est ça qui a justement été expliqué. Compte tenu du profil industriel des eaux usées, historiquement de la chimie, de l'industrie automobile ou papeterie, donc ces sous-produits ne vont pas en valorisation agricole, et l'incinération a de tout temps été mise en œuvre sur cette station. En site autonome avant la construction de l'incinérateur et maintenant sur l'incinérateur. Sur le volet énergie pour la station d'épuration, une station d'épuration c'est assez énergivore, donc on a une consommation de l'ordre de 13 millions de mégawatts par an. La réflexion bien sûr a été menée sur une optimisation de cette consommation. On a fait des travaux sur les pré-traitements, l'aération, l'agitation, pour diminuer en fonction des volumes qu'on entre les fonctionnements des différents matériels, ce qui, dans un premier temps, nous a fait gagner de l'ordre de 4,5% d'énergie par an. Cette énergie, comme on l'a dit, elle provient principalement de l'autoconsommation. Donc, on raisonne pour nous sur un site unique entre l'usine d'incinération et la station d'épuration. Donc 74% de l'énergie utilisée sur la station est de provenance de l'usine d'incinération voisine, et on achète 26% sur le réseau. Alors ces achats viennent aussi d'effets de pointe en temps de pluie, des effets qui ne peuvent pas être absorbés par la production du turbo-alternateur de l'usine voisine, qui a une production assez linéaire. Autre volet énergie, un peu à la marge, à l'amont et à l'aval, c'est plus pour l'anecdote que pour la taille des chiffres, c'est une pompe à chaleur sur réseau d'eau usée, ce qu'on appelle l'énergie bleue chez Suez, donc qui permet le chauffage d'une centaine de logements sur une rénovation d'un quartier qui était une ancienne caserne, et un autre projet de micro-turbine sur le canal de nos eaux épurées qui va jusqu'au Rhin. Donc on va exploiter une chute d'eau pour produire un peu d'énergie hydroélectrique.
Vous traquez tout ce qu'on peut traquer en termes d'énergie fatale ou de chaleur fatale. On vise tous azimuts. Donc, on a parlé des différentes briques qui nous amènent au mix énergétique. Et donc, comme on l'a vu, électricité, vapeur, chaleur, restait le gaz. À la limite, somme toute naturelle, sur une station d'épuration qui est dotée d'une décantation primaire. C'est une partie de boue qu'on décante tout de suite qui est fortement méthanogène, donc très adaptée sur le type de station de Mulhouse. Et donc, cette nouvelle étape est venue un peu naturellement sur ce type de station, parce qu'elle existe, une digestion des boues existe sur ce type de station sur de très nombreux exemples. Oui, ça fait 40 ans effectivement Voilà. que la méthanisation existe sur les stations de traitement d'eau usée. Et donc pour nous, elle va répondre à deux objectifs. D'une part, réduire les boues, réduire le volume des boues. Donc on attend une réduction de l'ordre de 30%. Ce qui, par effet domino, va nous permettre d'avoir des capacités de four, qui va permettre d'accepter un peu plus de déchets à un PCI plus important et donc une production de vapeur plus importante, donc produire plus d'énergie. Ça va aussi permettre de produire de l'énergie là par le biogaz, qu'on a choisi d'injecter dans le réseau GRDF. Donc effectivement, la méthanisation est un outil de production d'énergie, mais permet aussi la réduction de la quantité de boue et dans votre cas de dégager de la capacité, c'est le terme que vous employez, sur l'usine d'incinération. Vu qu'on gère ces deux équipements, c'est un peu le double effet de la chose. Donc vous avez l'intégration paysagère de la nouvelle unité sur la diapo. Donc les enjeux, pour parler rapidement des chiffres et des intrants, donc au niveau des sous-produits, on va donc méthaniser 22 000 tonnes de boue qui sont produites sur le site et sur nos stations d'épuration de notre compétence, et également des graisses de la station, des autres stations et du territoire. Donc vous faites une méthanisation mutualisée pour votre territoire, donc pour traiter l'ensemble des boues. Voilà, car on gère d'autres plus petites unités sur le CIVOM. Autre enjeu, c'est l'utilisation de la chaleur fatale de l'usine d'incinération. Donc la chaleur fatale, en fait, c'est une chaleur qu'on n'avait pas encore captée, qu'on capte maintenant dans le circuit de traitement des fumées. On a un circuit avec un lavage humide et qui nécessitait une baisse en température des fumées qui était auparavant non utilisée. Et donc là, on a installé un nouvel économiseur, donc échangeur, pour récupérer cette chaleur qui auparavant était perdue, pour produire de la chaleur pour la méthanisation des boues, donc maintenir en température le digesteur, et pour introduire des calories, de la chaleur en autoconsommation sur l'usine. J'ai une question à vous poser, Monsieur Reiss. Aujourd'hui, quand on fait de l'injection biométhane et qu'on veut utiliser de la chaleur fatale, pour ce qui concerne les stations d'épuration, on ne peut utiliser que de la chaleur fatale du site. Utiliser de la chaleur fatale en provenance de l'extérieur du site nécessite des démarches supplémentaires, ce qui n'est pas le cas pour les méthanisations agricoles et territoriales, mais en tout cas pour les stations d'épuration, ça nécessite des démarches supplémentaires. Donc, comment vous y êtes pris pour monter votre projet ? Donc, au niveau du CIVOM, effectivement, donc habituellement, on utilise le biogaz produit pour chauffer le digesteur. Nous avions à côté une source de chaleur. Bien sûr, elle ne rentrait pas dans les cases, donc on a dû demander une dérogation au ministère pour pouvoir utiliser une chaleur extérieure, en justifiant, dans notre cas, qu'on était sur un site unique, qu'on voyait unique, même s'il dispose de 2 arrêtés préfectoraux différents. Donc on a joué sur cette partie site unique, sur le fait que ce n'est pas une chaleur fossile, et donc c'est une chaleur renouvelable, issue de déchets. Et donc on a pu obtenir cette dérogation, donc faire un réseau de chaleur très court là, entre nos 2 unités.
Effectivement, c'est la même maîtrise d'ouvrage pour les deux installations. Elles sont complètement accolées, on peut même dire intégrées. Pour autant, administrativement parlant, ce sont deux installations différentes. Alors au niveau de la filière, je vais aller assez vite sans rentrer trop dans le détail, mais vous avez là un peu les différents flux. Donc la méthanisation, pour nous au niveau du processus d'épuration, ça va simplement être une brique supplémentaire entre la production de boue au niveau des boues biologiques et des boues primaires et la déshydratation qu'on fait déjà aujourd'hui. On va y insérer cette brique supplémentaire pour réduire le volume de boue. Voilà. Donc dans le détail, un peu plus en détail, le projet, c'est un projet qui a été attribué à Suez. Donc globalement, il va consister en la construction de 2 méthaniseurs de 5100 m3 chacun. Sur la base d'un procédé d'IGELIS, vous avez une photo du type de méthaniseur en bas à droite. Donc ce n'est pas un méthaniseur en béton comme on les voit habituellement, ni en béton avec une bâche comme les méthaniseurs agricoles. C'est un méthaniseur en inox en fait, donc qui est monté, donc assemblé. Vous avez un détail là, c'est un procédé, il me semble, autrichien. Allemand. Et donc, on a les différentes éléments là. Et donc, la production également de biométhane, parce que l'objectif, ça va être l'intégration, enfin l'injection dans le réseau GRDF. Donc, l'unité d'épuration du gaz. Donc, cette unité... Je vais faire un petit focus, une petite interlude sur l'injection biométhane en station d'épuration par rapport à ce qu'on s'est dit hier en particulier. Donc, l'autorisation d'injecter au réseau le biométhane pour les méthanisations agricoles et territoriales est autorisée depuis 2011. Elle l'est pour le biogaz issu des stations d'épuration depuis 2014. Donc, une réglementation mise en place assez récemment, avec la première unité qui avait été celle de Strasbourg, qui n'était pas très loin de chez vous d'ailleurs. Donc rentrons un peu plus dans le détail. Donc le procédé que nous allons utiliser pour pouvoir épurer le gaz, c'est un procédé membranaire, un procédé Suez Méthanis avec leur co-traitant Prodeval. Et donc c'est une épuration donc où on va filtrer, on va dire, le gaz dans une membrane et l'épurer. Donc c'est un procédé qui permet un bon rendement et une bonne disponibilité qui garantit une injection maximale de gaz. Donc à la fois le fait d'avoir une chaleur fatale extérieure pour chauffer le digesteur et d'avoir un bon rendement sur l'épuration du gaz nous permet on va dire une production maximale de biométhane. Et donc on escompte produire de l'ordre de 2 millions de normomètres cubes par an. Donc vous parliez des problématiques d'injection. L'injection, elle passe auparavant par une autorisation et une étude du gestionnaire du réseau, donc là en l'occurrence chez nous GRDF, et donc qui va mesurer la possibilité d'absorption du biogaz par le réseau consommateur. Et donc il faut qu'il y ait un réseau consommateur suffisant pour permettre l'injection, ce qui peut être le problème dans certaines méthanisations agricoles sur notre territoire aussi, où les réseaux sont insuffisants par endroit et pas forcément à proximité des points d'injection nécessaires. Et donc, que va-t-on faire de notre biogaz? Donc, on va l'injecter dans le réseau, mais dans le cadre du mécanisme des garanties d'origine, donc la problématique, c'est de pouvoir le valoriser pour servir au niveau du territoire. Et donc le choix qui est fait au niveau de l'agglomération, c'est de le valoriser sous forme de bio-GNV, donc le destiné au transport urbain.
Et donc, la production que nous allons réaliser va permettre de faire rouler l'équivalent de 125 bus au GNV, dont va se doter le réseau de bus Solea qui exploite le transport urbain mulhousien, et donc va permettre de faire rouler l'ensemble de sa flotte à terme avec du bio-GNV. Et donc, c'est ces mécanismes de garantie d'origine qui permettent d'affecter notre production à cette vocation de GNV Transport. Qui permettent, je ne sais pas si tout le monde connaît le mécanisme des garanties d'origine, ça permet de faire une traçabilité du biométhane qui est injecté dans les réseaux. Et on va effectivement, GRDF suit un registre du marché du biométhane, de ce qui est produit et de ce qui est racheté par les fournisseurs d'énergie, revendu dans le cadre des contrats d'énergie verte. Alors, il vaut mieux effectivement injecter au réseau et valoriser les garanties d'origine sur une station GNV plutôt que de se connecter directement, tout simplement parce qu'on utilise le réseau comme stockage et ça permet de déconnecter la production de l'utilisation. En fait, il y a une déconnexion entre la molécule, donc là, la patate jaune que vous avez vue sur le graphique, où va être réellement utilisée la molécule, mais le droit d'usage et le label, on va dire, chaque mégawatt produit dispose d'un label qui, lui, va pouvoir être fléché. Et en l'occurrence, là, au niveau de la collectivité, le transport urbain va pouvoir acheter des mégawatts de bio-GNV labellisés Sivom de Mulhouse, entre guillemets, quoi. Il y aura un contrat d'achat d'énergie verte. Alors nous allons arriver à la particularité de votre installation. Je parlais tout à l'heure de Strasbourg, qui a mis en place sa méthanisation et son injection, qui a été le premier projet en France. Vous êtes allé plus loin en termes de production de ressources, puisqu'au-delà du biométhane, vous avez également produit vous pourrez produire une deuxième ressource sur votre installation. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire. Mais donc c'est une proposition qu'a fait Suez au niveau de l'appel d'offres méthanisation, qui est une récupération de phosphore dans les digestats de méthanisation. Donc une fois nos boues méthanisées dans notre digesteur, elles vont passer sur une centrifugeuse pour les déshydrater. Et à ce moment-là, on va récupérer ce qu'on appelle un centra. Donc c'est de l'eau chargée. Et ce centra, en général, retourne en tête de station. Il se trouve que dans une étape de digestion, ces centras sont fortement chargés en phosphore, qui est par ailleurs traité sur la station. Et donc, à cet endroit-là, on va, avec cette eau-là, on va réaliser une décantation contrôlée de struvite. Alors la struvite, c'est un précipité de phosphore, de magnésium et d'ammonium qui précipite lorsqu'on est en milieu basique. Et donc c'est ce procédé qu'on va mettre en œuvre pour produire ce que vous avez là en haut à droite, qui pourra être utilisé en engrais au niveau agricole. Donc là, c'est pour Mulhouse, mais je vais peut-être vous laisser la parole, c'est la première en France à telle échelle industrielle. Oui, alors je vais effectivement dézoomer un peu pour remettre dans le contexte les raisons pour lesquelles aujourd'hui on cherche à valoriser le phosphore sur les stations de traitement d'eau usée. En 2013, le Synto, qui est le syndicat des constructeurs d'usines de traitement d'eau usée, avait reçu une consultation de l'Europe. Et l'Europe cherchait à savoir quelles étaient les sources de phosphore renouvelables. Alors il faut savoir que nous importons la totalité du phosphore nécessaire pour notre agriculture. Le phosphore extrait des minerais est utilisé à 80% pour l'agriculture. Et si l'on regarde les réserves dans le monde, 75% des minerais phosphorés sont en Maroc ou au Sahara occidental. Vous savez, la petite bande là complètement à l'ouest de l'Afrique. Donc une Europe totalement dépendante de son importation en phosphate minerais. Pour autant, nous en avons besoin. L'ONU annonce une augmentation de 70% des besoins en phosphore entre 2020 et 2050. Donc la nécessité d'aller chercher des alternatives. Et il a été montré que si nous récupérions le phosphore sur le cycle des eaux usées, nous arriverions à couvrir 20% de nos besoins en phosphore. D'où l'intérêt d'essayer d'aller traquer, comme on le fait sur la chaleur fatale, d'aller traquer également ce phosphore sur les usines.
Donc vous produirez l'équivalent de 3500 sacs de struvite sur votre installation, que vous allez valoriser comment ? Donc en fait aujourd'hui, vu que c'est un peu une nouveauté, il n'est pas encore vraiment encadré par la réglementation, et donc aujourd'hui ça a le statut d'un déchet. Donc on ne pourra pas le valoriser en l'état actuel du contexte législatif directement auprès d'agriculteurs. Donc on va devoir s'adjoindre d'un partenariat d'une entreprise fabricante d'engrais pour le valoriser. Alors effectivement, au niveau Europe, le Danemark est le pays qui a mis en place le premier les systèmes de récupération de phosphore. Au Danemark, le struvite est un produit. Il y a d'autres pays aussi, comme la Suède, où c'est également le cas. Donc on a une grande disparité aujourd'hui en Europe. Le Danemark produit plus de struvite qu'il n'en utilise, donc il cherche à exporter sa struvite. Et il est face à des difficultés, puisqu'il souhaiterait l'exporter vers des pays qui, eux, considèrent la struvite comme un déchet. Donc cette disparité aujourd'hui, on espère qu'elle, d'ici un horizon 5 ans, on aura évolué et qu'on aura un statut commun en Europe et un statut produit qui permettra de le valoriser, puisque c'est un engrais d'excellente qualité qui ne comprend absolument pas de métaux lourds, contrairement au phosphate minerai. Donc on espère que tout ça évoluera. Alors pour finir sur la méthanisation, je vais vous parler rapidement des montants. Globalement, c'est un projet d'investissement de 14 millions d'euros. Nous avons quelques subventions de l'Agence de l'eau et de l'ADEME, notamment sur la partie boucle de chaleur. Au niveau des dépenses, on a des plus et des moins, des dépenses de fonctionnement pour faire tourner cette unité. On a des économies qui sont liées à la baisse de production de boue et donc du coût d'incinération des boues. On a des économies sur le réactif et on a bien sûr les recettes qui sont garanties sur 15 ans sur la vente de biogaz, donc avec une garantie d'achat sur le biogaz. Ce qui vous a permis d'avoir de la visibilité dans le montage de votre projet. On a évoqué hier ou ce matin, je ne sais plus, je crois que c'est ce matin, Édouard Sauvage évoquait la baisse drastique possible du tarif de vente de biométhane à horizon 2 ans. 2 ans, c'est demain. Et effectivement, ça inquiète beaucoup l'ensemble de la filière méthanisation, puisque un manque de visibilité pour les développeurs de projets et les collectivités, c'est un peu compliqué pour avancer. Dans votre cas, vous êtes sur une lancée, une visibilité pour les 15 ans à venir, donc une stabilité dans le montage de votre projet. Et on l'a vu avec la réduction de 30% de la quantité de boue, ça permet d'avoir des gains substantiels au niveau de l'incinération. Annecy est un peu dans le même cas que vous. D'ailleurs, il y avait un représentant de l'agglomération d'Annecy ce matin, puisqu'ils étaient là pour la remise des prix Citergy. Donc Annecy a mis en place 2 méthaniseurs, injecte son biométhane au réseau. Et l'objectif du montage de leur projet, c'était de réduire les quantités incinérées en co-incinération avec les ordures ménagères. Ils avaient aussi un four à saturation et ils ont cherché à réduire leur quantité de boue emmenée sur l'incinérateur, avec des coûts effectivement à 140 € la tonne. Donc quand on réduit 30% les quantités sur des coûts de traitement aussi élevés, on a un levier financier effectivement qui peut être important, ce qui n'est pas toujours le cas en méthanisation en fonction des voies de valorisation, c'est clair. Donc, en guise de conclusion, je souhaitais replacer notre démarche donc du CIVOM qui s'inscrit pleinement dans le plan stratégique et opérationnel de transition énergétique de l'agglomération. Et donc, on répond à 2 axes de ce plan. La favorisation du mix énergétique, on l'a vu avec toutes les énergies, les types d'énergie produites, chaleur, vapeur, électricité et gaz. Et donc l'axe E également pour les transports, faire des transports en vecteur de transition énergétique avec la modification de l'énergie utilisée pour le transport urbain. Donc je vois que François de Régie peut compter sur vous et vous étiez dans les starting blocks déjà depuis un petit moment avec tout ce que vous nous avez montré. Vous avez mis en place un système qui est très vertueux entre la station d'épuration et l'usine d'incinération. J'ai une question à vous poser.
comment communiquez-vous auprès des citoyens sur le modèle que vous avez mis en place? On évoquait ce matin, il ne suffit pas de dire il faut être sobre, il faut montrer l'exemple et montrer ce qui se fait. On avait une représentante de la ville de Zurich qui tenait ses propos, hein, il faut montrer ce qui se fait et après ça enclenche une dynamique. Donc comment communiquez-vous auprès des citoyens pour expliquer ce que vous avez mis en place sur vos installations? C'est peut-être là qu'on pêche un peu. On a beaucoup de mal à communiquer auprès de l'usager de l'eau, notamment, sur la partie traitement des eaux usées. On y arrive assez facilement sur l'eau qu'on distribue, ça c'est quelque chose, sur la consommation d'eau. Madame Buchat peut peut-être vous en dira un mot de façon plus complète, où clairement notre eau est bien identifiée, on arrive bien à communiquer sur l'eau à Mulhouse et dans la région mulhousienne. C'est beaucoup plus difficile sur la question de l'assainissement. On compte beaucoup sur ce projet et je pense qu'une fois qu'on aura abouti dans l'ensemble des briques qu'on est en train de poser, on aura matière à communiquer probablement plus facilement, notamment via l'utilisation et la production de ce gaz et son utilisation dans le transport urbain, parce que là on va toucher clairement quelque chose que l'usager peut s'approprier. On y arrive bien sur l'eau parce qu'on s'approprie l'eau. L'eau qu'on consomme, elle est facile. Tout le monde peut se l'approprier. L'assainissement, on se l'approprie quand même peu. Même quand votre dispositif d'assainissement est en panne, ça peut durer des semaines avant même que vous le remarquiez dans votre immeuble ou dans votre habitation. Quand vous n'avez plus d'eau potable, au bout d'une heure, c'est la panique dans la maison. Enfin, très rapidement, si ça vous arrive un week-end quand vous êtes à la maison que vous n'avez plus d'eau, au bout d'une heure, le téléphone sonne dans les services compétents en matière d'eau et c'est la panique. Sur l'assainissement, on n'en entend pas parler avant des semaines. Donc, je pense que cette dichotomie entraîne la difficulté qu'on a en termes de communication autour de ces sujets. Et on compte beaucoup sur l'aboutissement de ces différentes briques sur ce site. Et je pense qu'on aura là matière à communiquer plus facilement parce qu'on est dans des possibilités d'appropriation par l'usager. Je pense que ça sera un peu plus simple à faire. Mais c'est vrai qu'on pêche un peu sur ces sujets-là. Encore du travail sur le faire savoir, c'est ça. On a évoqué durant la séance d'hier les questions d'acceptabilité de la méthanisation. Où en êtes-vous dans vos démarches administratives et dans le déploiement de votre projet? Je laisserai Christophe répondre sur les démarches administratives. Au niveau des démarches administratives, on a commencé à construire, donc on a eu le droit, donc on a normalement coché toutes les cases des autorisations. Enfin, on a les autorisations d'exploiter, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. En termes d'acceptation, vu qu'on est déjà sur un site qui est à potentiel, enfin qui a déjà 2 unités majeures de traitement, la digestion passe un peu inaperçue, hein, en fait. En plus, elle va plutôt régler des problèmes qu'on a aujourd'hui d'odeur sur le site lorsqu'on a des dysfonctionnements ou des arrêts de l'usine d'incinération. Donc là, on va permettre d'avoir des boues plus digérées et donc moins fermentescibles lorsqu'on doit les stocker au sol, lorsque l'usine d'incinération ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt un bon pas en avant pour nous aussi en termes de nuisance du site, si on peut dire. Très bien. Nous avons quelques minutes, donc je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, je vais vous amener un micro. Bonjour, donc Fabrice Bonne, j'ai travaillé pendant 13 ans pour Veolia, donc toutes ces problématiques je les connais par cœur, ayant été moi-même opérateur dans ce genre d'installation. Et plusieurs interrogations donc, me sont venues à l'esprit. Tout d'abord, je voulais faire un petit peu, quelque part, une remise au point par rapport au graphique que vous avez donné. Le nombre de mégawattheures, on va dire, d'électricité qui sont vendus en sortie de l'usine
sont montrés comme étant en baisse, mais à mon avis, c'est plus dû au fait que la vapeur, du coup, n'est pas utilisée par la turbine à plein, mais plutôt est dispatchée dans le réseau. Donc, automatiquement, forcément, il faut trouver un juste milieu, j'imagine. Ceci étant, effectivement, la quantité de vapeur qui est utilisée par derrière dans le réseau, quelque part, me pose question, parce que dans le tout dernier graphique à droite, je ne voyais pas trop la corrélation entre les 3 barres, donc la vapeur, le réseau de chaleur et la méthanisation. La corrélation entre les 3, je voulais savoir si c'était une addition ou est-ce que c'était l'un en parallèle de l'autre. Ensuite, au niveau de cette fameuse mise en place du coup de méthanisation dans l'installation, moi je me suis posé la question de la synergie entre du coup vos fameuses installations, qui a les manettes entre les mains pour diriger l'échangeur, qui peut décider de la mise en route ou pas des installations, parce que du coup qui dit méthanisation dit quand même temps long. Et au final, je voulais vous parler de l'impact par rapport au phosphore. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'extraction du coup du phosphore en termes d'impact en réaction biologique et technique dans l'ensemble de l'installation? Merci. Donc 3 questions, une précision sur le graphe, donc peut-être pour Christophe Reiss, une deuxième remarque qui portait plus, si j'ai bien compris, sur l'interface entre l'incinérateur et l'usine, hein, puisqu'il va y avoir fourniture de chaleur fatale, donc comment vous avez géré l'interface au niveau peut-être contractuel, je ne sais pas, enfin de s'assurer d'une disponibilité de la chaleur fatale entre l'incinérateur et l'usine, donc peut-être pour Régis. Et puis une dernière question qui portait plus sur l'impact biologique du phosphore sur la filière, et je me permettrai de répondre. Alors sur le graphique, alors, je ne sais pas si on peut le remettre, mais en fait, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas ajouter de l'énergie thermique, de l'énergie électrique. Alors c'est un graphique, on va dire, je me suis posé beaucoup de questions en le faisant. Enfin, pour un puriste, ce graphique est faux, je vous l'accorde. Donc c'est simplement un graphique imagé. Donc effectivement, on a une production de vapeur qui est en plus en évolution sur l'usine, sur le temps, parce qu'on va gagner en disponibilité suite à des travaux. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va produire un peu plus de vapeur à équipement à peu près constant. L'énergie, donc la vapeur est transformée en électricité dans le cadre avec un turbo-alternateur. On a un rendement sur ce turbo-alternateur, donc utiliser de la vapeur, on va pouvoir produire plus d'énergie que de la turbiner et de faire de l'électricité. Donc là aussi, il y a un facteur rendement. Il y a le facteur d'enthalpie entre la vapeur à 40 bars, la vapeur à... Enfin voilà, le graphique est faux, mais globalement, ça voulait illustrer l'évolution de l'usine et de son mix énergétique. Par contre, ce qui s'ajoute sur la dernière barre, c'est justement cette chaleur fatale, donc, qui est sur la partie traitement des fumées, où on a un traitement des fumées, donc on a des électrofiltres, et ensuite on passe sur un lavage acide-base. De là, on passe de 200 degrés à 60 degrés au niveau des fumées, et c'est à cet endroit-là qu'on va récupérer ces 20 000 mégawatts par an grâce à des échangeurs. Alors, on va justement sur cette usine avoir 2 sources de production de chaleur, une boucle eau chaude qui vient de cette récupération de chaleur fatale sur les fumées, et une production vapeur, on va dire primaire, au niveau de la chaudière. Et donc la difficulté, et ça c'est l'exploitant de l'usine qui va piloter ça, c'est de répartir entre les différents consommateurs. Donc on a une priorité sur l'autoconsommation électrique de l'usine, enfin déjà l'autoconsommation vapeur de l'usine, parce qu'on a un four à lyophilisé qui nécessite pas mal de vapeur par rapport à un four à grille classique en termes de réchauffage d'air primaire, d'air secondaire. Donc on va avoir besoin de beaucoup de vapeur pour ces usages-là. Et ensuite, on a défini des ordres de priorité, donc l'autoconsommation électrique sur site, ensuite la vente de vapeur à Papeterie d'Irin, où on a un seuil contractuel, ensuite le réseau de chaleur, ensuite voilà, ainsi de suite. Donc c'est l'exploitant de l'usine d'incinération qui, lui, va piloter les aiguillages énergétiques. Mais c'est sûr que c'est pas une chose aisée à faire. C'est d'autant plus compliqué qu'on a plusieurs exploitants sur le site. Et
que la question s'était même posée d'éventuellement un troisième exploitant quand il s'agit de gérer l'unité de méthanisation. Et dans ce cadre, nous avons décidé de confier l'exploitation à l'exploitant de la station d'épuration. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons deux grands groupes qui sont sur ce site que nous considérons comme unique, Suez pour l'usine d'incinération et Veolia pour la station d'épuration, ce qui donne lieu à quelques réjouissances de temps en temps dans l'articulation. Donc nous avons eu l'idée assez lumineuse de mettre en place une convention de fonctionnement entre les deux groupes, avec des bonus et des malus qu'ils ont à partager à 50% à chaque fois que ça déconne. Et depuis, ça marche très très bien. Pour ajouter, ce qui est vrai pour l'énergie dans un sens est vrai pour les boues dans l'autre sens. Parce qu'on est en production à flux tendu, donc la station produit des boues, donc la production dépend de la météo, on va dire, parce qu'on est sur un réseau largement unitaire. Et donc derrière, l'usine doit réceptionner les boues, et donc on a des bonus-malus en fonction du taux de dysfonctionnement de contact entre les deux, quoi. Voilà. Pour terminer votre question sur le phosphore, aujourd'hui, on espère abattre le phosphore à le taux 80%. Donc on va avoir moins de retours en tête, et c'est ce qui nous a, c'est le calcul qu'on a fait sur l'utilisation des réactifs. En fait, je ne sais pas si c'était ça la question. Donc aujourd'hui, on traite au chlorure ferrique. Je n'ai pas trop saisi peut-être la finalité de la question, ou s'il y a une subtilité. L'impact à long terme. Donc ça permet, quand on fait une précipitation de struvite, on piège du phosphore, mais on piège de l'azote également. Donc cet azote-là, on a moins d'énergie électrique à dépenser pour le traiter sur la file eau. On a bien évidemment plus d'azote que n'en a besoin la biologie. On est en surproduction. Donc ça permet, de réduire les consommations d'énergie sur la file eau et de réduire les consommations de réactifs pour compléter le traitement, puisque sur l'installation de Mulhouse, il y a un traitement biologique du phosphore. Vous connaissez le métier, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'imagine que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. En haut, pardon. Merci. Oui, bonjour, Bernard Vigne, ADEME. C'est vraiment un très beau complexe de traitement que vous avez là. Et bon, pour 2025, il y a une obligation de la collecte sélective tri à la source des biodéchets. Et je me demandais quelle était votre stratégie sur le sujet, si vous comptiez le faire entrer sur le site, faire un deuxième digesteur, ou peut-être prendre une autre option en termes de plateforme de compostage. Et éventuellement, j'irai peut-être un vide-de-four. Alors, je ne sais pas comment vous allez approcher le problème. Donc, on a engagé une réflexion par rapport à ça qui est en cours actuellement à l'échelle de l'agglomération. Et un peu plus largement, on essaie d'avoir cette réflexion avec les EPCI environnantes pour avoir une réflexion sur le département. Aujourd'hui, un certain nombre de petits EPCI, on va dire, plus ruraux, ont déjà mis en place cette collecte sélective en porte-à-porte sur le biodéchet, et le gère, mais hors méthanisation, tout simplement par du compostage. Géré par du compostage, ce qui paraît pas forcément être possible à l'échelle de l'ensemble du département, surtout avec les territoires urbains. On pense, nous, aujourd'hui, avoir un gisement sur M2A, l'agglomération, sur le CIVOM, de l'ordre de 10 000 tonnes. On n'est pas forcément dans l'option de faire de la collecte en porte-à-porte sur toute l'agglomération, dans tous les quartiers et dans toutes les communes. On partirait probablement plutôt sur les zones fortement urbanisées, sur le collectif, sur une collecte en apport volontaire. On voit aujourd'hui les difficultés qu'on a
sur la collecte en porte-à-porte qu'on a généralisée à peu près dans l'ensemble des quartiers, dans l'ensemble des communes, on a des vraies difficultés de qualité du tri sur la collecte sélective, hein, sur ce qu'on appelle le jaune. On a des vraies difficultés, ce qui est une leçon pour nous, pour la mise en place de cette collecte du biodéchet. Alors, on va faire quelques tests, on va faire un peu d'expérimentation sur différentes typologies d'habitat dans les mois qui viennent. On s'oriente plutôt vers peut-être de l'apport volontaire sur le vertical, sur les quartiers, les communes fortement urbanisées, et peut-être la collecte uniquement sur le résidentiel et sur les communes, on va dire, plus dans la deuxième ceinture de l'agglomération. En termes de traitement, en termes de ce gisement, on avait envisagé dans un premier temps, au début des études, vers 2012, 2013, début d'études sur la méthanisation, de pouvoir inclure également dans notre projet de méthanisation une partie biodéchets. On a assez rapidement abandonné cette idée face à la problématique de l'hétérogénéité du produit à traiter dans le méthaniseur. C'est-à-dire mélanger les boues avec des biodéchets, avec également la difficulté que ça pouvait poser en termes d'hygiénisation sur le plan technique. Enfin, bon, c'est quelque chose qui ne nous paraissait pas pertinent et qui aurait mis beaucoup plus de temps et peut-être retardé, voire condamné le projet de méthanisation des boues. La réflexion est plutôt aujourd'hui de mettre en place, de réfléchir à une installation, à un méthaniseur spécifique aux biodéchets à l'échelle, on va dire, départementale. On est en réflexion, en discussion avec les EPCI environnantes pour essayer de trouver une solution départementale d'un équipement aujourd'hui nécessaire. Il existe un équipement privé aujourd'hui sur Ribeauvillé, il me semble qu'il est à Ribeauvillé, mais qui a atteint aujourd'hui pratiquement sa capacité. Donc la réflexion est en cours pour un nouveau méthaniseur, mais plutôt à l'échelle, on va dire, quasiment départementale. Y a-t-il d'autres questions ? Le micro. Merci. Bonsoir, Vincent Posa de la coopérative Enercop. Je voulais savoir si vous aviez trouvé un acheteur pour le biogaz d'ores et déjà. C'est en discussion. On est en train de consulter les différents producteurs, acheteurs de biogaz. Vous êtes candidat, c'est ça ? Une autre question ? Christophe Desessarts, GRDF. Donc déjà, toutes mes félicitations pour réaliser cela sur le territoire sur lequel j'ai l'honneur de travailler. Je voulais juste savoir sur l'aspect gaz naturel, véhicule, qui fait que ça donne une lisibilité en fait à ce que vous faites en méthanisation et ce que vous faites en traitement d'ordures ménagères. Est-ce que ça n'a pas vocation à faciliter justement l'explication et tout ce que vous faites de manière très favorable vis-à-vis de la population en y donnant une réelle visibilité sur 125 bus qui vont traverser l'agglomération ? On compte beaucoup là-dessus. Effectivement, quand je parlais d'appropriation, là, on rentre dans cette dimension d'appropriation de l'usager, de la complexité de ce qu'on peut faire. C'est vrai que quand on parle de dispositifs d'assainissement, en plus l'assainissement c'est caché, c'est enterré, les stations d'épuration sont plutôt discrètes, elles sont rarement très visibles, voilà, pour cause. Donc là, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans une dimension qui va nous permettre de communiquer, et ça sera un vrai vecteur de communication par rapport à l'usager client de l'eau. On discutait ensemble tout à l'heure de la démarche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos des bus Genco en Angleterre, où on voit effectivement une personne assise sur des toilettes. Donc on comprend très bien le cycle court et l'économie circulaire. Grenoble, on en parlait, vient de faire un affichage sur ces bus. Alors on n'est pas dans le mur anglais, donc on a fait un peu plus soft. Donc on voit, c'est une photo où on voit un bas de pantalon baissé, donc avec un message. Donc on comprend bien aussi la boucle courte. L'image est un peu moins explicite, mais on la comprend aussi. Donc on attend la façon dont l'affichage va se faire sur les bus à Mulhouse.
Une autre question? Alors moi j'ai envie de vous poser la dernière question. On a vu que vous aviez déjà fait beaucoup de choses sur votre territoire. Vous avez certainement encore des choses dans vos cartons. Quelle est la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, déjà, c'est d'assembler toutes ces briques. Tout n'est pas... Le méthaniseur, on a commencé les travaux il y a 3 mois, on va dire. Le gros œuvre avance bien, mais on n'est pas encore en capacité d'injecter, loin de là. Le réseau domestique sur un certain nombre de communes, pour l'instant, il est au stade un peu plus de projets, hein, mais il est loin d'être avéré. Une fois que toutes ces briques sont assemblées, on aura la possibilité déjà de vérifier si tout ce qu'on avait envisagé et les objectifs qu'on s'était fixés sont atteints. On a beaucoup d'espoir d'y arriver. On n'a pas de difficulté dans le viseur actuellement. Pour autant, on va continuer. On a des projets en parallèle importants sur le CIVOM, notamment en gestion dynamique de nos réseaux d'assainissement, de gros projets qui sont en cours, qui se mènent en parallèle. C'est des projets à 30 millions d'euros d'équipement sur nos réseaux, de modernisation de nos réseaux, de pilotage de nos réseaux, des gros projets, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce qu'il faudrait une seconde séance pour présenter tout ça. On va continuer aussi sur le mix énergétique en recyclant, entre guillemets. On va recycler une ancienne décharge d'ordures ménagères sur le territoire du CIVOM qu'on est en train de traiter aujourd'hui pour pouvoir permettre d'accueillir une ferme solaire. Donc on va rajouter une palette qui est le solaire. On n'avait pas encore ça dans notre viseur et dans notre mix énergétique, on n'avait pas le solaire. Donc on va continuer là-dessus et on a toute cette dimension biodéchets qui arrive avec le traitement qui va avec. Donc on a beaucoup de sujets encore dans les cartons et notamment sur la transition énergétique. On va attaquer aussi... et ça, c'est des enjeux à venir, nos gros équipements énergivores, optimiser les consommations énergétiques et mieux utiliser aussi les capacités énergétiques qui existent encore. L'énergie fatale qui demeure, il demeure de l'énergie fatale aujourd'hui, de la chaleur fatale dans nos réseaux d'assainissement. On a beaucoup de projets urbains qui se dessinent sur l'agglomération, sur la ville-centre, mais également sur un certain nombre d'écoquartiers, de projets d'écoquartiers. L'idée, c'est de mobiliser et d'utiliser encore plus avec les nouvelles technologies. On sait que tous les mois, tous les ans, il y a des avancées dans ce domaine-là. Les capacités de chaleur qui existent dans nos réseaux d'assainissement, je pense qu'on n'est pas au bout. Encore pas mal de travail. Merci beaucoup à tous les trois. Je sais que vous êtes levés tôt ce matin, donc doublement merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si vous allez au dîner de gala, mais peut-être aurez-vous l'occasion de recroiser nos invités. Merci beaucoup.